Vous avez été directeur artistique des Rencontres d'Arles en 1997. Vous êtes membre de nombreux jurys internationaux, dont le World Press Photo. Vous participez toute l'année à des rencontres, à des festivals dans le monde entier. Vous en avez même créé un festival, le Photo Phnom Penh, un festival annuel au Cambodge qui se déroule le mois de décembre, je crois. Et en plus de toutes ces activités que nous venons d'évoquer, depuis 2007, vous enseignez également à l'École nationale Louis Lumière. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Non seulement vous connaissez l'œuvre de Gisèle Freund, sur laquelle vous avez beaucoup écrit, mais vous avez aussi connu la femme. Vous l'avez approchée à de nombreuses reprises, vous avez longtemps collaboré ensemble. Avant sa mort, je rappelle à notre public que Gisèle Freund est morte en l'an 2000. Je vous propose qu'on évoque ensemble le parcours de Gisèle Freund ce soir, ses itinéraires dans le siècle, parce qu'elle est née en 1908, elle s'est éteinte en l'an 2000, donc c'est un parcours sur tout le siècle, et au-delà de l'aventure qu'a été sa vie, ce parcours témoigne aussi par sa longévité et par son intensité de l'histoire du XXe siècle. Je suis née à une époque lointaine où le ciel était vide d'avions et les rues sans automobiles. Dès ma naissance, j'ai été bercée par le bruit des chevaux tirant les voitures. Gisèle Freund est née le 19 décembre 1908 à Berlin. Alors, à quoi ressemble le Berlin du début du siècle et dans quel milieu Gisèle Freund voit le jour? D'abord, une toute petite précision qui en dit aussi assez long sur le personnage, parce que Gisèle était un véritable personnage. Nous avons connu la vraie date de naissance, donc 1908, à sa disparition. Elle a toujours dit qu'elle était née en 1912. Et la première... petite coquetterie. Voilà. Et le premier catalogue qui était publié en France sur l'œuvre de Gisèle Freund à l'occasion d'une exposition au Château d'Eau à Toulouse, qui est la première galerie municipale qui a été créée, donc c'est un lieu important, ne date que de 1981 et porte cette mention. Gisèle Freund est née à Berlin en 1912. Donc, c'était une coquetterie indéniable. Elle naît dans un milieu... Son père est un homme d'affaires, banquier, extrêmement brillant, extrêmement cultivé, et c'est un très très grand collectionneur de peinture, dessins, gravures. Il y a à l'entrée de l'exposition le catalogue de la vente aux enchères de sa collection, qui a été dispersée en 1942 par le pouvoir nazi, et il collectionnait tout particulièrement les romantiques allemands. Et Gisèle disait toujours, je suis né et j'ai grandi au-dessous de ce paysage de Friedrich. Ce qui était vrai, qui est aujourd'hui d'ailleurs dans un des grands musées de Berlin. Et je crois qu'on a eu la chance de voir ce tableau lors de l'exposition montée par Jean Clair à Paris, Mélancolia. Mélancolia, oui, absolument. Elle est... Alors, son père reçoit non seulement ses peintres, qui sont des amis et qu'il collectionne, mais également des écrivains. Des philosophes. Donc, toute jeune, elle est entourée de... elle est familière du milieu artistique. Et elle décide de faire des études qui vont être des études de sociologie. Et c'est une décision qui, à l'époque, est une décision extrêmement courageuse. La sociologie, d'une part, est un domaine qui n'est pas particulièrement apprécié, et c'est un domaine qui est
presque exclusivement masculin. Sociologie, à l'époque, est considérée sous l'aspect d'une science, avec les implications que ça peut avoir. Et Gisèle Freund, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir comment cette approche sociologique du monde va la suivre partout. Y compris aujourd'hui, je trouve qu'on aurait, parce que je lis un certain nombre de choses du point de vue de l'histoire et de l'histoire de l'image, entre autres, qui me hérissent, on aurait intérêt à relire sa thèse sur la photographie en France au XIXe siècle, qui est un point de vue d'historienne et qui est un point de vue où la part sociologique, c'est-à-dire je vous citerai tout à l'heure certaines phrases qu'elle a écrites. Il y a aussi chez Gisèle, par rapport au texte, les textes sont remarquables, vraiment d'une précision incroyable, et elle a eu une tendance assez amusante, au final, à les recycler, c'est-à-dire que dans Le Monde des caméras, dans Mémoire de l'œil, on trouve des passages entiers de sa thèse ou d'un des volumes qu'elle reprend mot pour mot. Elle était satisfaite de sa rédaction, elle n'avait pas besoin. Elle recycle bien. Elle recycle très très bien. Mais, par exemple, elle comprend, c'est extrêmement intéressant, et dans la thèse et dans son analyse de l'état de la photographie dans l'après-guerre d'ailleurs, elle comprend très très vite comment la photographie est une façon de changer une manière de voir et comment la photographie va entraîner des points de vue tout à fait différents sur le monde. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir comment elle traite les choses. Par exemple, lorsqu'elle publie son célèbre portrait de Matisse, elle l'a 48, je crois. Oui, qui est, oui, le portrait de 48, et elle l'accompagne d'une citation de Matisse qui date de 1934 dans le Minotaure, qui dit ceci: « Nous sommes encombrés des sentiments des artistes qui nous ont précédés. La photographie peut nous débarrasser des imaginations antérieures. » Donc cette idée-là est très présente chez Gisèle Freund dès les débuts. D'ailleurs, ça m'amène comme ça à une réflexion sur la période que nous vivons. On sait parfaitement que la photographie a été une rupture dans la perception du monde et dans sa représentation. Je pense que le temps de la photographie est terminé. Ça ne veut pas dire que la photographie soit morte. Ça veut dire que la photographie qui, durant tout le XXe siècle, a été le mode de représentation dominant, ne l'est plus. Pourquoi? Tout simplement, alors non seulement ça a été le mode de représentation dominant, mais ça a été le mode de constitution de la mémoire visuelle du XXe siècle. Avec, à partir de la Seconde Guerre mondiale, une partie du cinéma, documentaire, etc. Ça ne l'est plus parce qu'une nouvelle technologie, qui est devenue un instrument, un outil de masse pour réaliser des images, est apparue et a mis la technique photographique en minorité dans le champ de la production des images. Et donc le numérique. Alors le numérique, on dit, oui, c'est une nouvelle technologie, c'est formidable, c'est une démocratisation de la possibilité de faire des images. On a tous des téléphones portables qui sont des appareils avec des millions et des millions de pixels, nous avons tous les jours des nouveaux. Je crois, et on se pose la question de savoir dans quelle situation se trouve la photographie. Et je reviens à Gisèle Freund.
Gisèle Freund, dans sa thèse, montre très précisément comment l'apparition de la photographie fait disparaître des métiers de la peinture, c'est-à-dire que par exemple, d'une façon extrêmement précise, les peintres miniaturistes, les portraitistes miniaturistes, c'était un artisanat extrêmement important, peintre de portraits pour des broches, pour des bijoux, pour des petits tableaux de décoration. Eh bien, cette profession fait faillite dans 98% des cas. Et ça a des implications sur les encadreurs du Faubourg Saint-Antoine, par exemple, etc., etc. Alors, aujourd'hui, avec le numérique, on voit la même chose. Il y a des métiers de la photographie qui disparaissent ou qui deviennent résiduels. Les tireurs. Il n'y a plus aucun grand laboratoire professionnel qui développe des films noirs et blancs. Donc du coup, il y a des artisans qui se mettent à ouvrir des échoppes pour développer le film noir et blanc. Et ça, Gisèle Freund l'avait absolument écrit dans sa lecture. Et alors, où on peut aller plus loin, et là c'est une réflexion pour tout le monde, c'est que je pense que l'apparition du numérique n'est pas seulement l'apparition ou le développement d'une technologie. C'est cette fabrication d'un monde dans lequel l'image et l'image en général, la photographie n'étant qu'une toute petite partie de ce monde de l'image. Si vous avez lu Paul Virilio, il parle de l'alphabet des images qui va du monde du rêve à l'image numérique, donc de l'image mentale à l'image instrumentale, en passant par la gravure, la peinture, la photographie, etc. Aujourd'hui, il y a ce monde d'images, et il se trouve que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des millions d'images sont produites à chaque instant, qu'au même instant, des millions sont détruites. C'est la première fois qu'il y a autant d'images qui sont détruites, si peu de temps après avoir été créées, et finalement, l'image devient un élément constitutif de notre société. C'est plus seulement une façon de le regarder. C'est constitutif au même titre, et peut-être qu'il y a des correspondances entre deux virtualités, entre deux non-matérialités. C'est aussi constitutif que les flux de la finance, aujourd'hui. Et c'est peut-être une conception du monde, et là je reviens à Gisèle Freund, ne vous effrayez pas, c'est peut-être une conception du monde qui nous vient de la Grèce antique, qui est en train de changer. Gisèle Freund montre très bien comment l'utilisation de l'optique au XIXe par la photographie change la perception du monde. Perception qui ne sera à nouveau changée que lorsque, dans les années 20, lorsqu'elle était toute jeune, mais ça l'a influencée, elle n'a pas décidé de suivre cette voie-là. En Allemagne et en Russie, entre autres, il y a des artistes qui ont décidé de regarder le monde autrement. Donc ça a été la nouvelle vision. Regarder, c'est le Bauhaus, la nouvelle vision. Regarder de haut, regarder vers le bas, chercher le graphisme, etc. Donc, en fait, Gisèle Freund est quelqu'un qui est, qu'on connaît, et ça on va en parler, on connaît pour son travail photographique, qui finalement, si on compte
est un corpus d'un nombre assez réduit d'images, mais je trouvais extrêmement important de rappeler que c'est une théoricienne de la photographie, de l'image, extrêmement importante. C'est pas, et elle l'écrit de façon extrêmement précise. Alors justement, ces années d'études, elle part à Francfort, et à ce moment-là, vous parliez de cette civilisation d'image dans laquelle nous vivons, mais à l'époque, c'est pas du tout le cas, et c'est assez mal vu, enfin c'est pas une profession très bien considérée. Juste pour donner une idée de la place que la photographie occupe, quelques années plus tard, elle rencontre un de ses anciens professeurs à Francfort qui est un grand centre universitaire. Le professeur lui demande qu'est-ce que vous devenez? Il lui dit je suis photographe. Et là, le professeur est étonné, saisi, soufflé et lui rétorque ah, alors vous n'êtes rien. Et pourtant, elle a choisi par la suite cette voie, mais ce n'était pas volontaire. Comment ça se fait qu'elle se soit dirigée vers la photographie? Est-ce qu'elle ne voulait pas devenir au tout début écrivain? Est-ce qu'elle ne caressait pas ce rêve-là? Elle en parle. Oui, elle a toujours voulu devenir écrivain, elle a toujours été fascinée par les écrivains, par les penseurs. Elle disait une chose qui n'est jamais qu'un quart de coquetterie. Elle disait je ne suis pas une artiste, je n'ai jamais voulu être une artiste. Et j'ai photographié ces gens parce que je voulais les rencontrer. Et c'était la seule raison. Je n'ai pas tout à fait vrai. Où est le quart de vérité? Non, il y a un quart. Le trois quarts de vérité, c'était le quart de coquetterie. Et donc le trois quarts de vérité, c'est le fait qu'elle... Alors, il y a d'une part le fait qu'elle voulait faire partie de ce monde des écrivains et des penseurs. Donc on le voit dès sa thèse, on le voit dès le fait qu'elle décide à Paris, parce qu'elle se fait adopter par Adrienne Monnier à la Maison des Amis des Livres, par Sylvia Plachy. Elle a envie de rencontrer Joyce. Elle ne va pas dans d'autres librairies. Il y a d'autres librairies dans le quartier latin que ces deux lieux qui sont les deux. Donc elle a envie de faire partir de ce monde-là. Et elle a envie de rencontrer ces gens-là. Elle disait des choses absolument étonnantes. Elle en a écrit un petit peu, mais elle en disait beaucoup plus, parce qu'elle était pudique aussi. Par exemple, sur Malraux, il y a une chose très étonnante avec Malraux. Gisèle Freund, en 3 images, donc ici il n'y en a qu'une, mais Gisèle Freund, en 3 images, résume la vie de Malraux. Il y a 3 portraits de Malraux. Le jeune révolutionnaire, cheveux au vent, etc. Et la 3e, c'est Malraux, âgé, assez détruit, il faut bien le dire, par l'opium, et avec son chat, qui est dans son jardin. Alors, juste pour situer, la première photo que vous évoquez, c'est la photo qui est dans l'exposition. Donc c'est la photo qu'on appelle Malraux, les cheveux au vent. Voilà. Et elle date de 1935, n'est-ce pas? 1935, oui. Voilà. Alors c'était à l'occasion de la réédition de La Condition humaine, c'est ça? Absolument, absolument. Alors là, c'est un des rares portraits, entre guillemets, commerciaux de Gisèle Freund. Et cette photo a fait le tour du monde. Cette photo a fait le tour du monde. Alors, c'est aussi une petite anecdote quand même que j'aime beaucoup, c'est de constater que Gisèle Freund, en gros, il y a 180 portraits. Hein, qu'elle a conservé. Qui sont conservés comme ça. Enfin, c'est pas mal quand même d'avoir photographié les 180 écrivains et penseurs les plus importants de son temps, plus les peintres. Elle ne comptait pas. C'est étonnant, alors qu'elle les aimait beaucoup, elle ne comptait pas les peintres parmi les portraits importants.
Elle adorait Matisse, était plus réticente sur Bonnard, par exemple, qui avait été assez désagréable lorsqu'elle était allée photographier. Elle est allée voir Bonnard en 1946. Je crois que c'est à son retour d'exil, d'une certaine manière. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais revenons à Malraux, puisque Malraux a été quand même une personnalité très importante dans la vie de Gisèle Freund. Est-ce qu'on peut considérer que c'est Malraux qui lui a ouvert les portes du monde littéraire? Non, ça je pense que, enfin, ça c'est une... Alors, ça fait partie, je pense, du personnage que se fabriquait aussi Malraux. C'est-à-dire que la personne qui lui a ouvert les portes du monde littéraire, c'est indéniablement Adrienne Monnier. Alors, très très simplement, mais Adrienne Monnier a fait beaucoup plus que ça. Adrienne Monnier, au moment où Gisèle Freund commençait à avoir des problèmes pour avoir ses papiers, Adrienne Monnier est allée se porter à la préfecture de police. Adrienne Monnier l'a aidé, on va y revenir, à partir en province au moment où Gisèle a dû quitter Paris à cause de l'avancée du nazisme. Adrienne Monnier, non seulement l'a introduite auprès des écrivains qui fréquentaient la librairie, après, entre les écrivains, se disait est-ce que tu as été photographié par cette petite Allemande Malraux a joué ce jeu-là. Vous vous souvenez de ce Mondogis qui disait les écrivains ne se lisent pas, ils se surveillent. Il suffit que il photographie l'un pour que tout le monde... Et d'ailleurs, il y a dans Le Monde et ma caméra, je pense que vous pouvez le trouver... pour moi, c'est le livre de Gisèle Freund, paru en 70 chez de Noël Montier. Elle raconte très très précisément la séance de projection de ces photographies dans la librairie d'Adrienne Monnier, la projection qui est reconstituée ici, projection sur un drap dans la librairie. Et tout cela, elle raconte de façon très drôle et très vacharde, comme elle pouvait l'être aussi. Elle raconte comment chacun trouvait que son portrait était raté, mais qu'elle avait réussi le portrait des autres. Il y a un certain nombre de notations assez bien senties. Alors, il y a une petite citation où elle dit à propos des hommes de lettres: les hommes de lettres n'ont de commun avec les stars de cinéma que la célébrité. Des premiers, on ne demande pas d'être beau, mais d'avoir l'air intelligent. Pour les seconds, on ne demande que d'être beau. Expliquez-moi pourquoi les hommes de lettres veulent toujours être photographiés comme les stars et ces derniers comme des hommes de lettres. Donc, en effet, elle avait un regard un petit peu... Mais juste, peut-être qu'on a sauté quelques épisodes, donc on parlait de Francfort, juste pour savoir comment, dans quelles conditions elle est arrivée en France. Donc elle fait ses études à Francfort et... Elle est donc une famille juive, elle fait ses études à Francfort, elle milite avec les étudiants anti-nazis qui publient clandestinement un petit bulletin renéotypé. Elle réalise d'ailleurs un certain nombre de photographies des étudiants du parti nazi, entre autres des étudiants de droit, et elle photographie le corps qui a été torturé d'une de ses camarades. Et un jour de 1933, dans la rue, une connaissance lui dit « Il faut que vous partiez tout de suite, ils vont vous arrêter ». Et elle part sur le champ avec, comme elle dit, une valise de 2 kilos et son légume.